qui se passe du juge qui est en liberté, sous prétexte de sécurité, l'état d'urgence qui, sous couvert d'unité nationale et de sécurité, contrevient à la séparation des pouvoirs, qui est le fondement du modèle républicain français, l'indigence de citoyenneté qui rompt avec l'article 1er, qui fait deux catégories de Français qui rompent avec l'unité républicaine, et le débat sur la laïcité, où le Premier ministre officialiste valide, selon lui, une thèse de laïcité qui est contre la loi de 1905, qui n'est pas dans les textes, mais qui est une volonté de laïcité intégrale, de laïcité totale. Alors, oui. Là, j'ai l'impression que cela prend une connotation bien culturelle. Alors, j'ai une question à vous poser. Vous avez certainement plus de recul que nous. Il y a eu un terrorisme basque dans le pays basque espagnol, français, et certaines formes étaient extrêmes, puisque c'était un terrorisme très violent avec des bombes et autres. Est-ce qu'à cette époque-là, que vous avez certainement connu plus que personnellement moi qui suis un peu plus jeune, est-ce qu'il y avait ce débat sur les symboles, parce que bon, la culture basque est une culture qui est très très riche, très ancienne, très singulière d'ailleurs, c'est même une culture à part dans cette partie de l'Europe. Est-ce qu'il y a eu un débat de ce genre sur les signes basques et sur le fait que finalement il pouvait y avoir des Français d'origine basque qui aidaient les Basques espagnols qui étaient très très violents, qui pouvaient tuer des gens avec des bombes et même sans. C'est plus compliqué parce que au début du terrorisme basque, les gens qui sont de ma génération se souviennent peut-être des procès de Burgos. Donc c'était des Basques sous Franco. Hein, et donc vient s'interposer entre le nationalisme basque et la démocratie, le fascisme espagnol. Donc c'est un petit peu plus compliqué la comparaison. Et je sais que moi, personnellement, j'ai participé, étant jeune, à des manifestations. Oui, il se trouve que je suis hispanisant, je suis quand même assez impliqué par tout ce qui est lié au monde hispanique. Et bon, toute la jeunesse française de l'époque était pro-basque, mais parce qu'elle était pro-basque par anti-franquisme. Alors après, quand il y a eu la démocratie en Espagne, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a eu une période transitoire où c'était une démocratie sous contrôle, en fait, de l'appareil franquiste. Et ce n'est que après que Felipe González a été élu président démocratiquement. À partir de ce moment-là, les données ont changé. Mais on est, malgré tout, dans un contexte d'opposition nationaliste. Et donc, c'est pas le même contexte que celui qu'on décrit. Je ne pense pas que ce soit vraiment comparable. En Espagne, de mémoire, donc sous le franquisme, de toute façon, c'était l'état de siège permanent, d'accord. Après, dans la période intermédiaire, un petit peu moins, mais c'était quand même bien serré. Après, je ne pense pas qu'en Espagne, il y a eu des lois antiterroristes très dures. Et il y a eu un traitement des militants basques très dur à partir du moment où il y a eu, de mémoire, hein, il y a un moment donné, il y a eu une caserne de la garde civile, donc sous la démocratie, qui a été plastiquée et il y a eu plusieurs enfants qui sont morts. Et donc à partir de là, il y a eu d'ailleurs le camp démocratique a commencé à diverger par rapport aux Basques. Et donc je suis même pas sûr qu'à ce moment-là, ils aient mis l'état d'urgence, mais de toute façon, il y avait déjà des lois antiterroristes extrêmement dures en Espagne. Mais en France, est-ce qu'il y avait une stigmatisation des Basques? À ma connaissance, non. Je ne sais pas si David... non. Mais le contexte n'est pas exactement le même. Il faut quelqu'un qui va intervenir là-dessus. En prenant l'exemple sur le franquisme, un exemple pour les franquistes, même les syndicats étudiants et les révolutionnaires en général étaient considérés comme terroristes. Et c'est ça le problème à titre personnel, c'est qu'à partir du moment où on dit terroriste, ça veut dire quoi? Parce que
le terme peut différencier d'une période politique, on va dire, à une autre. Les résistants étaient terroristes. Voilà. Oui, non, c'est tout à fait la réaction d'Henri est tout à fait juste. Du temps de l'occupation en France, les réseaux résistants étaient qualifiés de terroristes par Vichy. On en est là. On a eu aussi des mesures individuelles par rapport aux anarchistes italiens qui étaient considérés comme terroristes avec des mesures d'exception les concernant en France. À ce niveau-là, la notion est floue, mais aujourd'hui, la menace terroriste est réelle, elle est identifiée, les réseaux sont suivis. Donc, moi, c'est pas tant sur la menace ou sur qui peut être considéré comme terroriste. À la rigueur, si on nous dit pour être efficace, il faut telle et telle mesure, oui, mais il faut qu'on nous démontre l'efficacité. Là, sur le nombre de perquisitions, sur le nombre d'assignations en résidence, très pour donner des suites concrètes. Les plans d'armes, vous les connaissez. Les réseaux, si on prend les Alpes-Maritimes, les réseaux supposés islamistes ou fondamentalistes se sont greffés sur des réseaux de criminalité existants. Traite des blanches, trafic d'armes, drogue. Bon, c'est pas nouveau, mais on les connaît. Donc la question c'est pourquoi a-t-on laissé les autres endroits? Pourquoi a-t-on laissé des réseaux criminels proliférer? Et quand on se rend compte que dessus se greffe une menace terroriste, tout d'un coup, au décret d'état d'urgence, on prend des mesures qui concernent tous les citoyens, qui ont, la plupart du temps, rien à voir avec ça. Bon. Donc c'est une vraie question. Et juste pour rebondir aussi, et comme ça je vais finir avec une petite note, et une question que je voulais vous poser à tous, c'est de se dire, voilà, moi je me souviens du Premier ministre Manuel Valls qui passait un soir à la télé, je sais plus si c'était France 2, c'était fin, et puis devant les Français, il disait, j'ai une angoisse. Je suis angoissé à l'idée que le Front National arrive au pouvoir. Très bien. Mais imaginez le Front National ou un autre parti extrémiste qui arrive au pouvoir avec l'état d'urgence constitutionnalisé, la déchéance de nationalité, la loi sur le renseignement et une vision d'une laïcité intégrale où on va avoir des mesures à destinée islamophobes qui vont sévir sur telle population et pas une autre. Voilà. Imaginez un parti extrême qui arrive au pouvoir avec tout ça, mis en place sous la démocratie par un gouvernement issu de la gauche, gentiment sous couvert d'unité nationale. D'ailleurs, ça a été bien le Front National dès le départ qui a proposé la déchéance. Qui a dit ce soir? On t'entend pas. Qui en a parlé le premier? C'était le Front National. Aujourd'hui, repris par le gouvernement actuel. La déchéance de nationalité, oui, dans le discours politique récent, c'était des partis de droite et d'extrême droite, mais ça a toujours existé comme mécanisme juridique. La première fois que ça a été introduit en France, c'était en 1848, lorsque l'esclavage a été aboli, et c'était considéré comme très grave de maintenir cette atteinte aux droits humains. Donc, des personnes qui étaient encore esclavagistes pouvaient, par leur comportement indépendamment de leur origine, perdre leur nationalité. Juste une question pour abonder dans le sens... voilà. En fait, oui, monsieur le juriste, bien sûr. Néanmoins, comme le disait Henri au début, on est dans un moment politique. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque François Hollande a réuni le Parlement au Congrès à Versailles? Il a voulu faire une synthèse. C'est un homme de synthèse, François Hollande. Et il a voulu reprendre une proposition de chaque groupe parlementaire. Donc il a pris une proposition qui était portée par les Républicains, il a pris une proposition, des propositions qui étaient portées par les socialistes, il a pris des propositions, et il a pris une proposition, il arrive au moment avec ses petits collaborateurs, vous savez comment ça se passe. On prépare un discours, on a un jour, une demi-heure, 2 heures, et puis quelqu'un doit trouver une bonne idée, il faut boucler le discours du président, et il faut impérativement reprendre, par souci d'équité, une proposition qui vient du groupe parlementaire et qui vient de fait. Et là, à ce moment-là, quelqu'un dit ah, je sais, il y a des chances. Voilà. J'ai entendu un éditorialiste émettre l'hypothèse que dans sa vision un peu florentine des choses, il pensait, donc François Hollande, il pensait que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel allait annuler cette mesure. Et donc il s'est dit je la propose, mais le Conseil constitutionnel va dire c'est pas possible. Donc voilà, je l'ai proposé, j'ai joué le jeu, etc. Là,
le Conseil constitutionnel en France, parce que dans beaucoup de pays occidentaux, ce n'est pas le cas, il est composé de politiques, majoritairement de politiques, ce qui est un vrai problème, au sens vraiment un vrai problème constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a dit oui, c'est bon, ok, vous pouvez y aller. Là, apparemment, il était très emmerdé parce qu'il pensait que ce serait Par rapport à la remarque de Khaltoumi, excusez-moi, je suis en présence. Par rapport à la remarque tout à l'heure de Sami Habib sur le mouvement basque, effectivement, ce qui s'est passé, notamment parce qu'il y a eu les attentats, et comment est-ce qu'il y a eu effectivement un mouvement anti-basque? C'est un peu la question. Il faut faire un peu le parallèle par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, non. À ce moment-là, de ce qu'on connaît un petit peu de l'histoire, il n'y a pas eu en France un élan mouvement anti-basque. Et moi, je rappellerai aussi d'autres mouvements des années 60, début 70, du Brigade Rouge, Bader en Allemagne, les Tupamaros en Amérique latine, qui ont été rejoints, tous ces mouvements, par des jeunes à l'époque français, des maoïstes, des anarchistes et bien d'autres. À aucun moment, effectivement, il y avait un mouvement, on désignait ces gens-là de terroristes, mais à aucun moment ils ont été plaqués sur une communauté quelconque. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, et qu'on le voit que ce soit par les élus politiques ou par même le gouvernement lui-même, par les politiques, et pas uniquement le Front National, mais ça a été repris même par les socialistes, c'est qu'on désigne une population. C'est-à-dire, avec tout ce qui se passe, on ne parle pas de terroristes, et d'ailleurs, la déchéance de la nationalité, parce qu'on désigne toujours cette même population qui est la population, il faut le dire, effectivement, arabo-musulmane, d'une certaine manière, puisque malheureusement, ces terroristes se réclament effectivement de l'islam. Alors, ce qui m'interroge, moi, aujourd'hui, pourquoi en France, les gens, en tout cas les Français d'une manière générale, ne s'inquiètent pas un peu de ce grignotage des libertés. On le voit, parce qu'il y a quand même, depuis tout à l'heure, ce que vous avez évoqué, il y a des dangers qui gâtent effectivement la France, la restriction des libertés. J'ai l'impression que le gouvernement, les politiques, ils ont profité effectivement de ce regard anti, il faut le dire, qu'on le veuille ou pas, anti un peu musulman, anti-musulman, ces gens-là qui nous embêtent par le vestimentaire, par la religion, etc. Et on met tout ce monde-là dans un paquet, effectivement, et ils ont profité un peu de ce mouvement anti pour passer un petit peu toutes les libertés, toutes les restrictions sur les libertés. Et pourquoi, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de Français, pour regarder un petit peu effectivement, la présence de la salle, ne s'inquiètent pas de ça? Moi, je me pose bien des questions. Oui, donc là, juste, je me pose une question, c'est comme si vous vouliez me dire qu'on est en train de continuer la décolonisation des esprits. Enfin, ça m'interpelle. Je redonne la salle. Ben, ça tombe bien parce que c'est de ça que vous voulez parler. Alors je ne suis pas du tout juriste, je suis historien, donc, mais moi il y a un truc qui me frappe vraiment énormément. Justement, comme historien et qui s'intéresse beaucoup à l'urbanisation arabe, c'est que la loi sur l'état d'urgence, c'est une loi qui date de 1955 et qui date précisément du début de la guerre d'Algérie. Moi j'entends beaucoup de responsables politiques parler, même pas d'intégration, mais d'assimilation, un discours qui revient, voire parfois de pacification. La question de la déchéance de la nationalité, je trouve que d'un point de vue familial, j'ai un grand-père qui était déchu de la nationalité française parce qu'il était juif algérien, qui est tombé sous le code de la Légionnaire, qui d'ailleurs était déjà discriminatoire. Mais il y a quelque chose qui, du point de vue de la pratique, de la gestion des affaires sociales et politiques aujourd'hui, est vraiment de l'ordre de l'administration coloniale. Et je reviens juste sur un point à propos de la déchéance de la nationalité. Il y a une déclaration de Valls qui m'a frappé. C'est lorsqu'il dit l'efficacité, chacun l'aura compris, n'est pas un jeu primordial. C'est-à-dire que la question, effectivement, n'est pas celle de l'efficacité, mais est bien celle de mettre à l'index une population qui sert d'exutoire dans une situation où un pays est à la fois en crise, où une population a perdu une espèce d'espoir et se sent assiégée pour des raisons complètement irrationnelles, et qui me semble être l'indice d'un gouvernement qui, précisément, ne gouverne pas, mais qui est pris en psychose, volontaire ou pas,
mais qui le conduit effectivement à désigner des populations exutoires, et en l'occurrence les minorités musulmanes, ainsi qu'à 6% de la population finalement en France. Une réponse brève. Pour aller dans votre sens, j'ai relevé une citation du juge Trévédic qui dit « La déchéance est une peine pour faire plaisir au bourreau ». Je trouve ça, c'est exactement... Alors, sur la question de l'islamophobie, finalement, c'est de ça dont on parle, c'est l'islamophobie. L'islamophobie, même si le terme au début était polémique, c'était un peu, on ne voulait pas l'employer, est une réalité. Et elle est une réalité qui maintenant est promue par des élus, par l'État. On a une islamophobie qui s'institutionnalise. Alors, je vous disais tout à l'heure que les représentants de l'État, les élus devaient être neutres. On a des élus, notamment locaux, notamment un, qui propose, et ceux qui ne faut pas le nommer, qui propose de réformer la Constitution pour préciser que la France est une république laïque, mais de racines chrétiennes. Il faut bien dire, on est chez nous, quoi. Au cas où vous n'avez pas compris. Donc, là, on a des élus qui stigmatisent. La France de racines chrétiennes, l'héritage chrétien, on est là-dedans. Et on a une islamophobie qui devient persistante, qui devient régulière, qui devient systématique. Pour autant, parce qu'il faut toujours prendre le contrepoint, par rapport à des amis avec qui on dialogue beaucoup et qui, en tant que musulmans français niçois, se sont stigmatisés, se sentent harcelés par tous les débats sur le port du voile, l'accompagnement par les mamans voilées des enfants, la cantine scolaire, etc. Pour autant, et pour rappeler un petit peu un événement passé, le 26 juin 1905, à l'Assemblée nationale, on est en plein débat sur la loi de 1905, sur la séparation des églises et de l'État. On a un parlementaire, un député Chabert, radical socialiste, qui dépose un amendement pour interdire la soutane dans la rue. À l'époque, la religion dominante, c'était le catholicisme, il n'y avait pas d'islam en France, très peu. Donc, lui, en fait, il tolère la soutane à l'église, mais il ne veut pas avoir des prêtres avec la soutane dans la rue. Et quels sont les arguments qu'il donne, le brave Chabert? Il nous dit, les pauvres prêtres, ils sont doctrinés, ils sont pas libres. On leur impose la soutane. Quand ils marchent dans la rue, ils se sentent pointés du regard, ils rasent les murs. Il faut les libérer de cette emprise de la religion. Il faut libérer le jeune prêtre, le novice, de ce vêtement qui l'assigne, qui est un signe de prosélytisme permanent, et c'est le mot qu'il emploie à l'Assemblée nationale. Donc en 1905, on débat pour savoir si oui ou non la soutane est autorisée dans la rue. Alors heureusement, Briand nous répond et explique que non, la loi des 105, ça s'occupe du culte et pas de la religion en général, et que non, l'espace public est libre et que les gens peuvent s'habiller comme ils veulent. Mais on est maintenant en 2016, on en revient quasiment dans les mêmes termes avec ce débat-là, mais cette fois-ci sur le voile. Parce que la religion qui se manifeste le plus, ou qui est la plus visible, pour eux, c'est l'islam. Donc, oui, il y a l'islamophobie qui malheureusement s'institutionnalise. Par contre, attention à ne pas croire que ce soit une spécificité par rapport à l'islam. La forme de laïcité dont je vous parlais tout à l'heure, laïcité gallicane, laïcité intégrale que prônent des tenants d'une laïcité anti-religieuse, sont toujours pris à la religion dominante. Avant c'était le catholicisme, maintenant c'est l'islam. Et aujourd'hui, il est accrédité par Manuel Valls. C'est ça le cause. Je voulais juste revenir sur l'intervention du monsieur qui posait la question très pertinente de savoir pourquoi les citoyens français ne réagissent pas plus à cette abdication des libertés et surtout cette espèce de volonté constamment d'aller taper sur cette minorité. Tout à l'heure, on a préparé autour vers le débat, visiblement un peu avec mon ami, on s'est fait une piste de réflexion qu'on voulait vous soumettre, sans parler de religion ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a, sur le plan gouvernemental, il y a peut-être quelque chose sur le plan du savoir qui est intéressant. Et si on fait un petit panel historique des mouvements contestataires, civiques, de gens qui se sont battus pour leurs droits, vous pouvez prendre l'Afrique du Sud, les droits civiques